Bonjour, bienvenue sur Westoni Channel. Merci pour l'engagement envers la page. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je suis avec M. Adama Konsenga. Monsieur, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Glory, Bonjour. Je m'appelle Adama Konsenga. C'est vrai que en off on vient de voir que j'ai du vécu ici quand même, comparé à toi. Moi je suis arrivé ici en 2007, pas comme étudiant mais par choix du cœur. J'avais décidé après mes études en France, en économie notamment, un doctorat en économie, j'ai décidé de m'installer au Canada parce que ça me parlait. Et il vient de comprendre, toi tu es arrivé en 2019. Bon, la relève est assurée. J'espère. Vous êtes arrivé en tant que travailleur, si je comprends bien. Comment s'est passée l'intégration? Parce que j'entends du monde dire qu'on vient avec des diplômes. D'ailleurs, il faut de l'expérience québécoise pour pouvoir travailler ici avec son diplôme. D'ailleurs, pour mes très chers amis allemands, je dirais toute me light. Je suis désolé, j'ai pas dit toute la vérité. En fait, j'ai étudié en France, mais j'ai fait un doctorat en Allemagne et ils ont été tellement sympathiques qu'ils m'ont laissé retourner soutenir en France. Parce que c'était une collaboration avec mon ancienne école en France, ce qui était vraiment très gentil pour un francophone. Alors moi, je suis arrivé ici, c'est là la raison de la connexion. Moi, je suis arrivé ici donc avec un diplôme français qui était très connu dans le système ici. Ils n'ont pas eu de difficulté à faire les correspondances. Et puis très rapidement, comme tout le monde en 2007, il y a presque 20 ans, on rentre par le Montréal. Et puis souvent on ne sait même pas qu'il y a autre chose que Montréal dans la francophonie ici. Donc j'ai fait cette expérience de 3 semaines environ et puis après j'ai eu un premier poste à l'université de Sherbrooke comme chargé de cours. Donc ça a été très vite, beaucoup plus vite que ça n'aurait été en France même où j'ai étudié. Donc j'avoue que je suis content de voir que même 20 ans après, l'économie de notre pays d'accueil permet d'intégrer assez rapidement le type de migrants que nous sommes. Évidemment, les gens qui arrivent ici ont un certain bagage aussi, ce qui facilite beaucoup les choses quand je regarde comparativement à l'Europe. Comment s'est passée l'intégration en 2007? Comment vous avez fait pour vous intégrer dans un nouveau système, vous faire rencontrer du monde, vous faire un réseau? Bon, il faut le dire que l'immigration ici, comparée à d'autres endroits dans le monde, est une vraie industrie, dans ce sens où on n'est pas laissé à nous-mêmes. Tu arrives, pas comme étudiant, mais comme travailleur, tu es pris en charge par le système. Donc moi, j'ai vite rencontré les structures qui s'occupent de l'intégration, notamment un nom qui m'est resté beaucoup, un de nos frères du Sénégal, du Lusso, et à Montréal, qui nous ont accompagnés à travers leur structure. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Sherbrooke, ils ont passé la main à une autre structure qui s'est occupée de l'immigrant que je suis, même en termes de recherche de logement et ainsi de suite. On se sent pas seul. Et puis ensuite, quand j'ai eu l'opportunité, et une session après, de m'installer à Québec, je suis arrivé et là, c'est SWAT qui est très connu dans cette ville, qui a pris le relais. Et avec SWAT, j'ai, comme tous les nouveaux arrivants, poursuivi la réécriture de mon CV pour que ça ressemble à ce que le marché veut ici. Et ainsi de suite, j'ai commencé mon travail chez mon employeur, qui était une entreprise privée.
et tout s'est bien passé. Tant mieux alors. Vous êtes propriétaire de la calebasse. D'où vous êtes venu cette idée d'entreprendre? Alors, j'ai eu cette même question cette semaine encore, donc c'est facile pour moi de sortir le même parallèle. En fait, je discutais avec ma conseillère à Desjardins et je lui dis, mais vous savez, le consultant que je suis et le restaurateur que je suis ont une corrélation beaucoup plus importante que ça n'apparaît. Parce que je suis venu à la restauration par opportunité, par chance, parce que mon métier, c'est celui d'économiste du développement. Je donnais donc des formations notamment à des hauts fonctionnaires des pays en développement d'un peu partout dans le monde qui venaient nous rendre visite ici au Québec. Et puis, un des aspects les plus importants lorsque les gens sont dépaysés, c'est de retrouver un peu de réconfort. Alors, à chaque fois qu'ils avaient des pauses café faites par ma première copropriétaire, Agathe, alors ils étaient aux Anges. Et Agathe, c'était donc la première propriétaire de la calebasse. Et puis, un beau jour, elle m'a dit, Adama, j'ai besoin de toi pour grandir le bébé calebasse. Et puis bon, tout est parti de là. Et je me suis dit, ben tiens, tout ce qui met de la lumière sur le monde en développement, qui n'est pas du tout connu. Certains même pensaient que on n'avait pas nos gastronomies en nous. C'était mon combat. Donc j'ai mis le pied dedans et ça fait que j'ai jamais laissé les deux pieds, je dirais, de ce combat. Je suis toujours entrepreneur tout en restant consultant en développement. Si je comprends bien, au début, la calebasse, c'était juste un restaurant ou c'était une épicerie aussi, ou c'est avec le temps que vous avez développé le concept? Alors, c'est une très belle question. Il faut dire que pendant tout le temps où Agathe a opéré l'entreprise, ça a toujours été d'abord un restaurant en basse ville, sur la rue Valier, et puis un beau jour quand elle est venue me chercher pour relancer les choses, on a tout de suite pensé à ajouter un autre pan. C'était la première fois dans cette niche que l'idée d'avoir une épicerie qui accompagne le restaurant est née. Et puis, vous voyez, à travers la porte, l'épicerie a tellement grandi qu'elle a fini par manger la salle à manger. Donc voilà, c'est un peu ça en quelques mots, l'aventure de la calebasse. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant quand vous êtes lancé en entrepreneuriat? De toute façon, une chose est claire, si on n'a pas de la persévérance, faut oublier l'entrepreneuriat. Parce que il n'y a pas des difficultés rencontrées, il n'y a que des difficultés. Donc, alors autant un bébé apprend à aller à quatre pattes, puis à se mettre debout, puis à marcher, autant l'entrepreneuriat, c'est ça. On a chaque matin un défi à relever. Si on est excité par les défis, c'est vrai, c'est mon cas. Peut-être aidé par le fait que j'avais aussi un master en gestion de projet. Donc, je comprenais que une fonction de production, c'est d'abord mettre ensemble du capital, et ça suffit pas, mais de l'humain aussi pour pouvoir arriver à quelque chose. Alors le côté humain, ça me parlait beaucoup. Je savais que c'était le plus difficile à gérer parce que
Et les humains, c'est forcément quand on met quelques humains dans une même place, on a 10 personnes, on a 10 histoires à gérer. Donc, j'étais préparé, disons, à affronter ce genre de défis. Parlons un peu de l'économie. C'est quoi l'économie et pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Ah, tiens, peut-être pour te répondre, je demanderais d'abord quelle filière tu suis en ce moment? Moi, j'ai fait un bac en agroalimentaire. Ah, ok, bon. Donc, une de mes profs les plus brillantes, c'était une économiste agricole. Donc, vous voyez, l'économie, c'est la vie, en quelque sorte, parce qu'on touche à tous les domaines. Mais pour être simple, je dirais que l'économie, pour moi, ça m'a aidé à ramener chacun de mes défis sous un modèle simplificateur. Si on n'a pas simplifié les défis que on croise dans la vie de tous les jours, on le trouve trop gros et puis on baisse les bras. Mais si on arrive à l'amener à ses plus simples expressions, comme le fait le commissaire-priseur en économie ou bien le planificateur, l'homo economicus, voilà, on arrive maintenant à savoir quels sont les facteurs les plus importants et puis on s'attaque à l'essentiel. On baisse pas les bras, on croule pas sous le poids du défi. Donc ça, c'est le côté que j'ai beaucoup aimé. Et puis, comment je suis arrivé à l'économie, ça aussi, j'ai aimé une citation cette semaine qui m'a beaucoup parlé, qui disait que la vie, c'est d'abord la chance, l'opportunité et le travail. Alors, l'opportunité est importante. Moi, quand j'ai fini mon lycée à Bobo, au Burkina, j'avais pas beaucoup de repères, mais j'avais un grand frère et qui était d'ailleurs ici encore cette semaine. Je lui fais un clin d'œil, qui était ma seule référence parce que c'était le seul dans la famille qui était allé à l'université avant moi. Et donc je me suis dit, ben si ça a fait l'UIT en 3 ans, moi aussi je vais faire la même chose. Comme ça, j'en finis vite avec le banc et puis ensuite je vais pouvoir aider les autres, ainsi de suite. Et puis j'ai suivi son chemin. Ça, l'UIT à la fac au Burkina, c'est de la gestion, de la comptabilité. Et puis un beau jour, ces mêmes frères me disent, mais toi, tu as la chance de n'avoir pas été le premier, tu n'as aucune pression que ce soit, tu as la capacité d'aller loin, va jusqu'au bout. Donc, et effectivement, après une année d'université, je me suis dit, ben, je peux faire mieux, plus que ça, plus long que ça. Et puis, ça m'a fait basculer. En termes de filière par an, l'économie venait naturellement à moi, ayant fait un peu de gestion. Et puis, oui, ça m'a réussi. J'ai intégré la faculté d'économie à Ouaga. 2 ans après, j'ai continué en France et sur mérite parce que papa n'avait certainement pas les moyens de payer ça. Et puis, ainsi de suite, le goût de la chose m'a amené jusqu'à un doctorat. Wow. Donc, voilà. Finalement, 3 ans, c'est parti. Hein. Voilà, donc tu vois, la vie n'est pas du tout linéaire. On croit des fois que tout est préconçu, mais non. On saisit les opportunités et puis on fait son chemin. Pour un étudiant étranger qui vient d'arriver ou un travailleur, un nouveau étranger qui vient d'arriver, quel conseil pouvez-vous lui donner afin qu'il s'intègre vraiment bien au Canada ou au Québec? Pour un étudiant, je dirais que de venir d'abord travailler pour moi. Je dis ça en rigolant, mais
Et je pense que pour un étudiant qui arrive ici, il a une chance extraordinaire. Ces pays offrent du boulot à tout le monde. Donc, il a le temps pendant qu'il étudie de faire son petit bonhomme de chemin. Moi, je dis ça, mais j'ai eu une centaine d'employés étudiants ici qui apprennent en même temps à s'intégrer dans le pays, dans un environnement calebas qui leur est très familier, où ils sont pris par la main. Donc, du coup, pour quelqu'un qui fait ses études, il n'est pas question de laisser les parents payer 100% de ses frais. Donc, du coup, il y participe en travaillant ici. Et secondo, quand il finit ses études, il retourne au pays avec une belle expérience, que ce soit dans le travail ou sur le campus. Ou alors il décide de continuer son aventure dans ce pays et puis il sait déjà plein de choses. Il a son diplôme, mais il a aussi ses expériences de travail. Je pense que oui, travailler pendant ses études est une obligation pratiquement. J'ai vu trop de gens procéder ainsi, je ne peux qu'encourager ça, parce que il faut comprendre l'environnement dans lequel on vit. C'est pas seulement dans les cours que l'on apprend le Québec. Pour un travailleur qui arrive, et moi, à ma cohorte de gens qui arrivaient il y a 15-20 ans, on arrivait généralement d'Europe avec une bonne connaissance déjà de comment ça marche. Pour des gens qui arrivent directement de nos pays, je pense que ils apprécieront encore plus l'accompagnement que l'on offre. Si on arrive dans le cadre de la résidence permanente, en tout cas, on aura un accompagnement à travers les structures que je disais tantôt, comme SWAT. Et puis, ça facilite beaucoup l'intégration. Mais il faut se dire une chose, ne jamais reculer. Moi, le premier boulot auquel j'ai candidaté quand je suis arrivé à Montréal, parce qu'il n'était pas question pour moi de rester à ne rien faire, c'était dans un supermarché, hein. Ok. Donc, plus précisément un Pharmaprix, mais j'avais candidaté pour un poste de caissier. Et puis évidemment, j'ai jamais été appelé. J'étais très frustré pour quelqu'un qui croyait que les choses allaient aller si vite. Et puis après, c'est pour ça j'aime bien ces structures qui nous accompagnent à notre arrivée, parce que très vite j'ai compris que le CV que j'avais déposé n'allait jamais me donner le boulot que je voulais. Tout simplement parce que tu vas pas chercher un boulot de caissier avec un doctorat, c'est surjoué. Et l'employeur sait tout de suite que lui c'est un plaisantin, il va pas rester chez moi longtemps. Il va juste rester le temps d'avoir autre chose. Donc c'était une première erreur qu'on a appris à gérer, parce que en apprenant à faire les CV comme il faut, et dans ce pays, on apprend souvent, contrairement au reste du monde, on apprend à présenter la face qui nous propulse le mieux. Si tu veux un boulot de caissier, il faut que tu ressortes tes réalisations en termes de caisse. J'ai eu une entrevue avec une nouvelle venue ici hier, et puis quand je prends le CV, elle a pris effectivement soin de mettre toutes ses expériences passées dans des structures similaires à IGA, ce qu'elle a eu à faire, et ainsi de suite. Donc oui, il faut savoir vendre sa salade. Dans nos pays d'Afrique, on dit que l'économie est saturée. Mm-hmm. Mais que pensez-vous de cela? Pensez-vous que les étudiants africains peuvent toujours se tourner vers l'économie, ou ils feront mieux d'aller vers d'autres domaines d'études? Je
J'ai pas souvent entendu ça, même si ça ne m'étonne pas. Saturé dans quel sens? Dans le sens qu'il n'y a plus de travail. Ok. Saturé en termes d'amphithéâtre, j'allais dire, ça date pas d'aujourd'hui, parce que moi, quand j'arrivais sur le campus, on appelait déjà la fac de droit Chine populaire, parce que les gens n'avaient pas assez de place d'ailleurs pour s'asseoir dans l'amphithéâtre. Et puis, je pense que c'est devenu pratiquement le cas de toutes les autres facultés aujourd'hui, en tout cas, sauf si on a construit de nouvelles infrastructures. Donc, plus ça va, plus il y a une constante qui se dégage de cette anecdote, c'est que on peut pas chercher à être employé par l'État dans nos pays de nos jours. Et c'est choquant de trouver que nos filières sont saturées dans des pays qui sont dans le bas de l'échelle. Sur la plupart de nos pays, sur 160 pays classés par l'IDH, l'index du développement humain, nous serons probablement dans les 10 derniers. Donc il y a à faire, et il y a tellement à faire, même pour un économiste, que je refuse que ça soit saturé. Saturé, oui, pour lorsque l'on cherche à être un employé. Mais si on a ses propres initiatives, si on développe des projets, et je fais un clin d'œil à quelqu'un que j'estime beaucoup, parce que je viens de passer 6 ans au Bénin et je l'ai vu commencer une école de graphisme firmée qui n'a attendu personne pour que cette école soit un incontournable aujourd'hui à Cotonou. Il reçoit, la dernière graduation que j'ai vue, c'était des centaines et des centaines d'étudiants qui vont désormais dans cette école qui est orienté très pratique, parce que j'ai pris moi-même des cours dans cette école. Donc voilà un exemple concret de quelqu'un qui, s'il attendait que l'État lui offre un boulot, je pense, qui serait loin des réalisations qu'il a fait aujourd'hui. C'est le moins que je puisse dire. Peut-être même qu'il serait encore chômeur. Donc, nos filières ne sont pas saturées. Il faut qu'on change de mindset. Okay. Que l'on se voit plus entreprenant que ce qu'on est déjà. Il faut qu'on prenne plus de l'initiative. Ben voilà. L'entrepreneuriat, c'est dans des pays qui sont au stade où nos pays sont, c'est une obligation. Il y a tellement à faire. Moi, à chaque fois que je pars au pays, je vois de nouvelles idées qui sont concrétisées. Hier encore, chez des amis, je leur ai amené du PPP, qui est le piment qui fait tout le charme du poulet bicyclette de Ouaga. Désormais, ce piment est conditionné dans des petits contenants, comme les petits paquets de Nescafé. Oh. Et ça parcourt le monde entier. C'est quelqu'un qui a eu cette idée à partir des recettes de grand-mère, mais qui a fait l'université comme toi et moi, qui a eu cette idée. Ah, voilà, j'en ai même encore un sur moi. Donc, et j'ai vu du sésame reconditionné d'une façon qui traverse maintenant les frontières, et il y a tellement d'idées dans ces styles-là que on peut pas dire qu'on est au chômage dans nos pays. Que l'on ait fait de l'économie ou autre filière, nous, Africains, on a une belle opportunité, on a une chance immense. Je le dis vraiment avec tout le respect que je dois à tes auditeurs. C'est-à-dire que j'ai moi-même vu des gens qui ont commencé ici, qui ont fait leur parcours, et une fois qu'ils ont acquis une certaine expertise, ont compris que la jeunesse de l'Afrique d'aujourd'hui est un
terreau tellement fertile et ils sont allés démarrer des initiatives, des projets sur le continent. Parce que l'Afrique, qui est un continent tellement vaste qu'on est en train de repenser le globe terrestre pour lui donner justice, oui, regorge de tellement de potentialités. Aujourd'hui, j'ai fait 6 ans en tant qu'expatrié au Bénin. Actuellement, j'en fais autant, mais en étant au Zimbabwe. Alors, aller de Cotonou à Harare, c'est encore plus long, je dirais, que d'aller de Cotonou ici au Canada. Donc, c'est pour dire à quel point le continent est vaste. Mais tout reste à faire parce que le super jus d'ananas béninois est loin d'être connu encore à Harare. Aujourd'hui à Harare, si tu veux de la banane plantain, ils te demanderont c'est quoi cette histoire. On connaît la banane, mais la banane plantain. Donc tu vois, ce continent regorge de possibilités. Il faut vraiment pas se dire non, il y a rien à faire. Non, que ce soit un économiste ou quelqu'un d'autre, il y a tellement d'idées. Il suffit juste de creuser un peu, de commencer petit, parce que on n'a pas forcément le capital qu'il faut dès le démarrage, mais de creuser, de démarrer quelque chose. Pas du copier-coller. Je trouve que c'est plate d'essayer de comme il y a 20 ans, il a un cybercafé et il y a 2 ou 3 personnes qui viennent s'installer pour chez lui. Ah tiens, ça marche, moi aussi je vais faire mon cybercafé. Mais il y a tellement d'idées que ici, le seul concept de la calebasse, chaque matin quand je me lève, je vois que n'importe quel pan de ce projet est une entreprise en soi. Et je vais pas aller loin, hein. Il y en a 10 000, mais celui qui est le plus concret aujourd'hui, c'est qu'on va sortir les jus maison que vous aimez tant ici, nos gingembre et autres, pour en faire un projet à part entière. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu peut-être pendant les 20 ans de la calebasse, parce que, comme je vous ai dit, c'est une entreprise qui existe depuis au moins 2006 et on offre ce jus-là depuis toujours. Il suffit d'y penser et puis ça devient quelque chose de plus grand que nature. On n'a pas besoin juste d'attendre que les gens viennent ici pour découvrir ce jus. Donc c'est pareil. Les idées, il y en a à l'infini. Les possibilités sont infinies. Donc il faut que les gens profitent de la jeunesse de ce continent et deviennent un peu plus fous dans ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Quand on prenne plus d'initiatives, qu'on soit plus courageux. Ah oui, je le dis toujours pour finir, il n'est pas question de faire du boulot dodo quand on est africain. Il y a tellement à faire qu'il faut ajouter un autre arc. Essayer d'avoir des initiatives qui font avancer et ça, je le dis avec fierté parce que oui, l'employé qui vient de passer tout de suite, et elle a 16 ans. Oh. Et pourtant, elle se contente pas juste d'aller à l'école. Quand elle a l'opportunité, elle vient donner quelques heures de travail. Donc, il faut pas se contenter d'avoir une seule activité quand on vient du continent qui est le moins doté en termes de développement aujourd'hui, mais qui a tout pour réussir. Maintenant, la calebasse a 3 succursales. Oui. Une à Mira, une à la Pyramide et une à Trois-Rivières. Ah, ça, c'est un bon point pour clore. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a 3 antennes, mais je dirais 2 branches. Donc, l'adresse principale qui est à Miran, ici, où on est sur la terrasse. Et puis, on vient de fêter 1 an à Trois-Rivières. Et qui est en passant un petit joyau que l'on a mis
sur la place principale des Trois-Rivières pour que les gens s'essaient à autre chose, à d'autres goûts. Donc, la troisième adresse qui est à la Pyramide est un comptoir qui est sous le couvert, qui n'existe pas en tant qu'entité, qui est sous le couvert de Miran. Et qui est une expérience de 3 ans qu'on a essayé, mais bon, qui ne va pas probablement continuer d'ailleurs, parce que ça fait 2 kilomètres l'un de l'autre. À la sortie de la Covid, c'était très pertinent, on a atteint nos objectifs que l'on se fixait par rapport à ça, mais la Covid est derrière nous maintenant, et puis voilà, donc on a deux entreprises la calebasse et on en appelle d'autres si vous êtes intéressés. si vous voulez aller vous installer à Gatineau, revenez me voir. Ok, pas de problème. Donc merci beaucoup tonton, merci pour votre précieux temps. C'est un plaisir. Écoute, on est ici comme communauté, il faut qu'on partage les expériences.